Tout à fait. Pourquoi c'est particulièrement Syrie? La Syrie est quand même le contexte où le déni de soi a été utilisé depuis le début de la crise comme un outil de répression. Vous savez, quand la crise est liée, au début, c'est les manifestations, des manifestations pacifiques qui ont été les morts dans les manifestants et les blessés étaient récupérés dans les hôpitaux, arrêtés par les services de sécurité, retrouvés dans les hôpitaux. Quand les civils s'est mis en place, un service de santé parallèle pour venir remettre des commandes qui existaient pacifiquement. Et ces services de santé sont également devenus la cible des services de sécurité syriens. C'est une type de répression qui continue à l'heure actuelle, où depuis le début de la militarisation de ce conflit, les hôpitaux ont été systématiquement ciblés par la force gouvernementale, ainsi que par leurs alliés, notamment la Russie, entraînant des centaines de morts parmi les personnes israéliennes, encore plus parmi les patients. Sans souvent un peu de c'est le côté parfaitement cynique de ces attaques, c'est-à-dire que les hôpitaux sont embarqués dans la fois, les sécuristes qui viennent essayer de porter assistance aux survivants sont frappés par une deuxième vague c'était une situation courte durée. Il faut savoir que les enlèvements sont malheureusement assez courantes. À l'époque, c'était passé relativement bien, entre guillemets, dans le sens où la libération avait lieu sans condition au bout de 3 jours. Mais il est vrai que depuis quelques années, on a affaire à des vagues d'enlèvements plus difficiles, plus douloureuses, des enlèvements de longue durée, comme en Somalie, au nord de la Syrie, accompagnés de mauvais traitements et des négociations très difficiles pour obtenir la libération de nos collègues. Ce qui fait qu'il y a des pays dans lesquels on ne peut plus intervenir, notamment en Somalie, du fait de ce risque d'enlèvement qui s'est accru au cours des 10 dernières années. Alors, depuis quelques jours, sur le site de MSF et sur les réseaux sociaux, on peut voir une vidéo qu'on va regarder tout de suite. Dans les zones de conflit, les hôpitaux sont attaqués et détruits à un taux alarmant. L'an dernier, rien qu'en Syrie, Un centre de santé a été bombardé chaque semaine. lorsque les médecins et des patients sont attaqués, et que par la suite des centres de santé sont fermés, ceux-ci privent de soins médicaux à ceux qui en ont besoin. Pas une cible est un message sain sur notre humanité commune. Notamment en temps de guerre. C'est en gros le message qu'a relayé la présidente de MSF à l'ONU. Oui, tout à fait. Dans une circonstance un peu étrange où le Conseil de sécurité s'est réuni pour réaffirmer son engagement à combien de trucs qui marchent en même cibler temps. les structures Je peux te prendre le téléphone là. tout ce qui en sont Pourquoi pour protéger les structures de santé dans les conflits, au moment même où les principaux membres du Conseil de sécurité sont eux-mêmes impliqués dans des attaques d'hôpitaux, qu'il s'agisse de la Russie, qui a bombardé l'hôpital notamment de Marat al-Numan il y a à peu près un mois, ou qu'il s'agisse des États-Unis à l'origine de la destruction de l'hôpital de Kunduz, qui a fait 42 morts. Donc il y a une certaine forme un peu de cynisme dans cette manifestation, de cette déclaration d'intention qui n'a absolument pas suivi des faits. L'action d'AMSF auprès des réfugiés syriens. Eh bien, elle se déploie à la fois en Turquie et en Europe, notamment dans le camp de Grand-Sainte, où l'AMSF travaille à l'amélioration des conditions d'hébergement et offre également des soins de santé de base aux réfugiés syriens, en sachant que le principal problème des réfugiés syriens aujourd'hui n'est pas un problème de santé, mais un problème de liberté de circulation. C'est la fermeture des frontières européennes à des gens qui sont faits leur droit au titre des conventions, de la Convention de 51 sur les réfugiés de faire des demandes d'asile et qui aujourd'hui sont dans l'impossibilité de formuler leur demande de droit d'asile, sont obligés d'emprunter des routes extrêmement dangereuses pour se rendre en Europe et sont aujourd'hui menacés d'être refoulés vers la Turquie, voire de la Turquie vers la Syrie, qui est aujourd'hui un vaste abattoir, quoi. C'est une structure originale que vous dirigez, ce crash. C'est quoi sa mission exactement? Le crash a pour mission de stimuler un peu la réflexion critique sur les pratiques humanitaires, en sachant que les acteurs de l'aide, finalement, agissent parfois avec
son peu de contre-pouvoir. Donc il est vraiment capital d'avoir une réflexion sur les résultats de notre action et de stimuler un regard un peu distancé par rapport à la réalité de ce qu'on fait. Oui, je pense que je vais prendre une dernière question. On est à l'époque de Bernard Kouchner, de French Doctor et tout, l'image du French Doctor a été hyper valorisante. C'était presque, on en rigolait beaucoup, mais c'était le cow-boy qui avait sauvé le monde. Aujourd'hui, l'image de l'humanitaire, c'est quand même une prise de risque, et c'est pour ça que vous avez fait ça. Est-ce que finalement, on n'a pas du mal aujourd'hui à recruter et que ce changement d'image a fini par... On n'a pas mal à recruter. Il y a toujours beaucoup de gens qui sont animés d'un vrai désir de porter assistance aux populations en danger. Donc certes, l'image un peu de l'aventure héroïque s'est un peu transformée et aujourd'hui l'action humanitaire apparaît plus comme un métier peut-être, mais cet esprit d'engagement est toujours très prégnant. Et c'est un peu ce qu'on essaie de défendre avec cet ouvrage, c'est-à-dire que l'action humanitaire a toujours été une action périlleuse et les dangers sont inhérents à l'action humanitaire et on n'en viendra pas à bout à travers une démarche très technocratique, de gestion centralisée de la sécurité, mais en faisant confiance aux gens qui décident de s'exposer eux-mêmes pour porter secours à d'autres. En tout cas, si vous voulez vous engager ou faire un don, suivre l'actualité de MSF, vous allez sur www.msf.fr et ce livre « Secourir sans périr » aux éditions du CNRS. Merci beaucoup. Merci à vous. Tout à l'heure à 14h30, à le docteur, on va parler de la vaccination, on verra quel est son principe, les bénéfices qu'elle apporte et on reviendra évidemment sur les polémiques autour de cette pratique. C'est un virus extrêmement contagieux, celui de l'hépatite B, une des maladies infectieuses la plus fréquente au monde. Elle touche environ 350 millions de personnes, principalement en Afrique et en Asie, mais aussi en Europe. Et c'est près de 1500 personnes qui meurent chaque année des suites de ces complications. Pourtant, la maladie peut être évitée grâce à la vaccination. Grâce à une campagne de vaccination lancée en 1994, en à peine 4 ans, 20 millions de personnes sont vaccinées. Voilà, on parlera de ce sujet qui va sûrement énerver beaucoup de gens, comme d'habitude, tout à l'heure dans le docteur. Voici nos chroniqueurs. Dans quelques instants, avec Bruno Alioua, on va parler d'histoire du cacao. Il s'agit bien sûr de médecine, il ne s'agit pas de cuisine. Bonjour Bruno. Bonjour. Et on va commencer avec les affaires de justice dans la médecine avec Éric Lemasson. Éric, bonjour. Bonjour. Et vous allez nous raconter une affaire qui se déroule en ce moment en Rhône-Alpes, dans un petit bourg aux confins de la Savoie et de l'Isère. Une patiente de culture musulmane qui est donc consultée un médecin généraliste qui s'est plainte d'avoir été mal reçue, mal soignée en raison de son appartenance religieuse. Le médecin qui l'a reçue, une femme, lui a clairement signifié qu'elle ne voulait pas de femme voilée dans son cabinet médical. Racontez-nous ça. Alors c'est une affaire triste et idiote et fort heureusement c'est un cas isolé qui n'a aucune valeur statistique, au contraire, puisque dans l'immense majorité des cas de consultation dans notre pays c'est au contraire exemplaire. Mais si on la raconte, c'est parce que quand même on sent que ce climat de tension, de crispation, de repli identitaire peut même aller jusque dans les cabinets médicaux, même si c'est isolé. Alors qu'évidemment la consultation médicale devrait être préservée, devrait être sanctuarisée. Alors je vais vous raconter l'histoire. Donc ça se passe il y a déjà presque un an, parce que vous allez voir, c'est une affaire qui dure et qui va se prolonger encore. Début juin 2015, dans un gros bourg de moyenne montagne, un village tranquille, une femme de 48 ans, mère de 4 enfants, coiffeuse de profession, se rend chez un généraliste parce qu'elle n'est pas bien, rien de grave, mais elle a une tension qu'elle sent faible, ça lui arrive souvent. En plus, elle traverse une période personnelle difficile, elle divorce, etc. La particularité, en effet, c'est que c'est une femme de culture et de confession musulmane. Et ce jour-là, pour aller chez le médecin, elle est vêtue d'un jean, d'un chemisier de couleur noire et d'un foulard dans les cheveux, de couleur rose. Et il faut préciser que c'est pas, vous savez, espèce de niqab ou de... C'est pas le tchador. Ou de toile qu'on voit avec ces salafistes qui se promènent fièrement dans les rues de plus en plus. Pas du tout, c'est un voile léger, simple, symbolique. Et c'est pas son médecin qui est là. C'est pas son médecin, c'est une remplaçante. Alors pas une jeunette, hein, c'est une femme praticienne qui fait des remplacements à droite à gauche. Et la consultation va être rapide et va mal se passer et très mal se terminer. La patiente passe dans la salle d'examen, l'autre son voile. Oui, l'autre son voile. Le médecin lui prend sa tension, ça va très vite, et lui prescrit un petit médicament contre l'hypotension.
Et là, la patiente sent qu'il y a un problème relationnel, d'autant que 15 jours avant, la remplaçante était déjà là, elle était venue, cette femme, avec son fils pour de l'asthme. Ça s'était déjà mal passé, c'est-à-dire qu'en sortant, le fils avait dit à sa mère, mais t'as vu comment elle nous parle, comment elle t'a considéré, c'est pas normal. Et la mère avait dit, mais c'est rien, il y a des gens qui sont de mauvaise humeur, c'est rien du tout. Et là, cette fois, ça continue. Et surtout que la patiente a le malheur de dire à cette praticienne, oui, mais ce médicament-là, mon médecin d'habitude, celui que vous remplacez, ne me prescrit pas celui-là, parce que celui-là, je le tolère mal, c'est un autre, mais il ne se souvient plus du nom. Et là, le médecin lui dit, écoutez, ça suffit comme ça, prenez ça, puis le jour où vous vous souviendrez du nom de ce médicament, vous viendrez me voir. Et là, ça va s'envenimer, la tension monte, au point que la femme dit, mais c'est parce que j'ai un voile? Oui, c'est parce que vous avez un voile. Je ne veux pas de femme voilée dans mon cabinet. Et là, vous imaginez, ça s'est passé comme ça. Et la femme va avoir l'idée, le réflexe, de lui faire répéter en enregistrant sur son téléphone portable. Et elle la filme. Et on va voir un court extrait, vous allez voir, de la suite de ce que je viens de raconter. Je ne veux plus de femmes voilées en France. Vous portez plainte, au moins qu'on médiatise un peu la chose. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que je ne veux plus de femmes voilées en France. Vous m'appelez quoi, madame? Je maintiens, j'ai dit que je ne voulais pas de femmes voilées. Et pourquoi? Et pourquoi? C'est un signe ostentatoire religieux, c'est illégal. Alors marquez-le sur votre cabinet, vous ne voulez pas de musulmans dans votre cabinet? Vous ne voulez pas de femmes voilées dans votre cabinet? Exactement. Mais vous êtes médecin, madame? Bien là. C'est un scandale pour toutes les femmes. C'est pour ça que vous avez mal soigné mon fils la dernière fois, vous l'avez bâclé en 2 minutes. Voilà, ça a le mérite d'être clair. C'est surtout étonnant qu'elle ait accepté de se faire filmer. Oui, et elle le revendique, et en plus, elle le revendique toujours un an après les faits, à quelque chose près. C'est-à-dire que, alors là... Elle a déposé plainte ou pas? Alors, elle dépose plainte à la gendarmerie. Oui. Le parquet de Chambéry va classer sans suite, parce qu'on ne va pas faire des procédures pénales dès qu'il y a une dispute entre deux individus, c'est un cadre privé. C'est de l'ordre. Et là, en revanche, effectivement, la patiente n'en démord pas et va porter l'affaire devant le Conseil de l'ordre. Alors, départemental d'abord. Il y a une tentative de conciliation, les deux femmes sont mises dans une confrontation et cette femme médecin maintient sa position. Et alors là, je vais simplifier, mais sur le fond, j'ai parlé avec les uns et les autres, c'est exactement ça, sauf elle parce qu'elle ne veut pas parler, mais les avocats, le Conseil de l'ordre, etc. En gros, elle est dans un amalgame simple, c'est femme voilée égale islamiste égale terroriste. Voilà, c'est assez simple et elle n'en démord pas. Et donc, le 12 mai prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine, le Conseil régional de l'ordre va réunir sa commission disciplinaire sous la présidence d'un magistrat qui va statuer sur ce cas, de savoir s'il faut sanctionner ce médecin ou pas. Alors, il y a des règles juridiques, il y a des règles déontologiques que doivent suivre les médecins. C'est pour ça que le Conseil de l'ordre se réunit. Exactement. Et donc, dans le cadre privé, elle pense ce qu'elle veut, cette femme. Si elle n'aime pas les femmes voilées, elle a le droit, tant qu'elle n'est pas dans l'injure publique ou la diffamation publique. Simplement, en effet, en tant que médecin, elle a des obligations professionnelles, et vous venez de le dire, le code de déontologie médicale. Je vais vous citer l'article 7, c'est un peu long, mais c'est très intéressant. Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes, quelle que soit leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard. Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. Alors évidemment, devant cet article sera mis sous le nez de cette médecin. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce code de déontologie? Et puis il y a quand même le serment d'Hippocrate qui existe. Oui, le fameux serment d'Hippocrate que tout médecin est censé connaître. Et c'est vrai que sous toutes les latitudes de toutes les époques, le médecin... Le patient, c'est quelque chose de sacré, quel que soit l'âge, la couleur, etc., la religion. Et le serment d'Hippocrate lui-même, il y a une phrase très intéressante, « Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination, selon leur état ou leur conviction. »